Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est la charge des forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes. Des centaines de gendarmes d'un côté, des centaines de zadistes de l'autre. On y est allé au gaz lacrymogène. Nous sommes sur place dès le début de ce journal. Donald Trump passe à la vitesse supérieure au lendemain du veto russe aux Nations Unies sur la Russie. Il menace Vladimir Poutine de lancer des missiles sur le régime de Bachar al-Assad. Et il le fait en dehors des clous, comme l'ont dit correspondance de New York dans quelques instants. Dans ce journal également, que va-t-il se passer pour les étudiants de l'université de Lille? Entre AG et boycott, le temps presse et les examens approchent. Les avocats, les magistrats, les greffiers, tous en grève contre la réforme de la justice. Le livre de François Hollande en librairie, il paraît que ça cartonne. Nous verrons cela à Bordeaux. Et puis, une vente de squelettes de dinosaures. C'est pas commun et c'est très cher. 22h10, le prélèvement à la source. Nous essaierons de comprendre comment ça marche avec Paul Nispelon, fiscaliste à l'université Panthéon-Sorbonne. Christine Peña nous annoncera des orages dans le sud demain. 4 départements en vigilance orange. Aveyron pour inondation. Pyrénées-Atlantiques, Var et Alpes-Maritimes pour orage, pluie et inondation. Claire Lemaître nous fera le point bourse. Et la belle entreprise, aujourd'hui une plateforme pour les personnels de santé. Nuit. Et d'abord donc direction Notre-Dame-des-Landes. La journée a été violente. Il était 13h quand les gendarmes sont intervenus. François Coulomb. Oui, Pierre, à l'origine, un pique-nique anti-expulsion au lieu-dit les Fosses Noires. 500 personnes de tous âges dans une ambiance détendue, fin des agapes. Plusieurs dizaines de zadistes vont au contact des gendarmes dans un champ voisin. Les grenades volent à tout va. C'est de la folie quoi. Là, ils ont envoyé des grenades désencerclantes et ils ont envoyé des espèces de bombes au soufre extrêmement toxiques. Ils continuent d'en envoyer sur une foule de gens avec des personnes âgées qui arrivaient pacifiquement avec des musiciens et on s'est pris une pluie de toutes les grenades de toutes sortes qui éclataient dans nos pieds. Là, il va y avoir des blessés qui n'ont pas jeté de cailloux quoi. Les gens qui sont pris des éclats de grenades aujourd'hui, ça va pas les rendre aimables, je pense. Bilan de la journée de sources zadistes, plus de 50 blessés dont 3 graves, 3 blessés également dans les rangs de la presse. Le directeur général de la gendarmerie nationale présent sur le site plaide non coupable, le général Richard Lizuret. Les grenades qui sont lancées sont des grenades qui visent à défendre les gendarmes. Je rappelle qu'on a quand même eu à ce stade 28 blessés. Nous nous contentons de nous défendre. Vous avez pu observer qu'à aucun moment les gendarmes ne prennent l'initiative de l'affrontement. La violence est du côté des opposants qui systématiquement, avec des frondes extrêmement dangereuses, on a eu un traumatisme crânien, ne viennent que pour casser du gendarme. Voilà Pierre, les forces de l'ordre ont levé le camp il y a juste 1 heure. 13 nouveaux squats évacués et détruits en ce 3e jour, portant à 29 le nombre des déconstructions. Cahier des charges respecté à la lettre, annoncent les autorités. Merci François Coulomb à Notre-Dame-des-Landes pour Europe 1. Notez que ces événements ont eu une répercussion immédiate à l'Assemblée nationale. Une députée France Insoumise demandant des comptes au gouvernement. Son micro coupé par François de Rugy, le président de l'Assemblée. Les Insoumis ont quitté l'hémicycle et Gérard Collomb a réaffirmé sa fermeté. Tandis qu'Édouard Philippe a précisé qu'il n'y aurait pas de pause dans l'évacuation de la ZAD. L'autre grand titre de l'actualité de ce mercredi, c'est le tweet de Donald Trump. Tweet menaçant directement la Russie d'envoyer des missiles contre le régime de Bachar al-Assad. Tremble Russie, les missiles tout neufs arrivent, écrit-il. Le procédé est donc toujours le même et il est cette fois-ci hors cadre, en dehors de toute diplomatie, qu'elle soit onusienne ou pas. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct de New York. Donald Trump est donc seul dans cette riposte. Oui, ce tweet, c'est un peu comme si le président cow-boy se plantait dans la rue principale du monde, mettait la main sur son pistolet et annonçait le duel. La Russie, prépare-toi, écrit Donald Trump, les missiles arrivent et des missiles beaux, neufs et intelligents, ajoute le président de la première puissance mondiale. Tout comme son bouton nucléaire est plus gros que celui de Kim Jong-un, ces missiles sont bien meilleurs que ceux des Russes. Mis au défi de les arrêter quand ils seront tirés sur la Syrie. Non seulement nous allons les abattre, ces missiles, répond l'ambassadeur russe au Liban, mais en plus nous détruirons les bases de lancement, c'est-à-dire les bateaux américains qui croisent en Méditerranée. On dirait une bagarre de rue entre caïds, constate atterré le Premier ministre turc. Et qui en paye le prix, dit-il? Eh bien, ce sont les civils. Xavier, pour comprendre ces annonces aussi chocs, aussi virulentes, il convient de lire le reste des tweets. Et oui, parce que Donald Trump développe. Les relations avec la Russie sont pires que pendant la guerre froide, écrit-il. Et pourquoi en est-on là? Eh bien, tout ça, dit-il dans un autre tweet, c'est la faute du procureur spécial Robert Mueller. Quel rapport? Eh bien, c'est lui qui enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et le candidat Trump pour lui faire gagner l'élection présidentielle. C'est lui que
Tiens, Donald Trump envisagerait de limoger depuis qu'il a fait perquisitionner les locaux de son avocat. Cette salve de tweets, ces menaces, c'est donc aussi une manière de préparer le terrain sur la scène intérieure. Merci Xavier Yvon. À New York pour Europe 1, Vladimir Poutine appelle au bon sens et à Damas, on qualifie ces menaces d'escalade dangereuse. 22h05. Europe 1, la suite du journal de Pierre de Villeneuve. Emmanuel Macron, lui, pointe du doigt les factions extérieures aux universités. Le président, et ça nous a été révélé par le porte-parole du gouvernement juste après, ce mercredi, après le Conseil des ministres, le président estime qu'il y a des manipulations politiques qui provoquent les blocages dans les facs. Alors comme chaque jour, c'est changeant, c'est à géométrie variable. Aujourd'hui, 700 étudiants de Strasbourg ont voté la fin du blocage. Et puis à Lille, le blocus se poursuit. Il faut voir que les étudiants grévistes sont ultra minoritaires, 300 ou 400 sur les 9000 au total. Avec ce blocage, ou en rendant une copie blanche, au choix, ils risquent le 0, loin de leur demande d'une moyenne de 12 sur 20. À Lille, le reportage de Lionel Gougelot. Troisième jour d'examen et troisième jour de boycott pour Maëlle qui a de nouveau voté en Assemblée Générale le refus de participer au partiel de fin d'année. Étudiante en première année de filière Sciences Po, elle ne s'est pas présentée à un oral ce matin et assume le risque de devoir repasser ses épreuves en septembre. Moi je pense qu'on arrive à un stade où si on se bat pas pour nos convictions, on se laisse marcher dessus. J'ai longtemps réfléchi au pour et contre. Quelles que soient les conséquences, je suis prête à aller au rattrapage s'il faut. J'avais d'autres choses de prévues, mais il y a un moment donné où il ne faut pas s'arrêter juste parce qu'il y a notre intérêt individuel qui est remis en cause. Une copie blanche avec ce slogan « Non à la sélection », c'est ce qu'a rendu hier Louis en troisième année. Si le mouvement prend de l'ampleur, il espère que les professeurs grévistes accorderont la note de 12 à tous les candidats. Et tant pis si ce n'est pas le cas. En âme et conscience, j'ai pris le risque. Et dans les copies, j'ai aussi expliqué pourquoi je faisais cette démarche-là. Mais pour moi, il faut prendre ce risque-là. Il y a tellement de choses qui sont en jeu. Et je suis fier en fait de dire haut et fort que c'est pas l'université que je veux. Et j'aspire à de meilleures choses. Quitte à avoir un 0. Quitte à avoir un 0. Cet après-midi, les forces de l'ordre ont quitté le campus de la fac de droit, mais cela n'empêche pas les étudiants grévistes de poursuivre leur action en réclamant la démission de leur président d'université. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Grogne également des magistrats et des avocats, mais aussi des greffiers, autres professions de la justice, tous excédés par la réforme qui sera présentée la semaine prochaine. Salomé Legrand. Paris a donc vu défiler des centaines de robes noires aujourd'hui. Oui, des avocats venus de toute la France dénoncer un recul des droits de la défense, mais aussi la nouvelle répartition au sein d'un département des différentes compétences des tribunaux d'instance. Marie-Hélène Filleul-Ferriot est bâtonnier de Tarascon. On a un tribunal qui fonctionne bien, qui est à taille humaine, qui juge dans des délais raisonnables. Il y a 3 TGI dans le département et nous sommes le plus petit. Nous craignons de voir disparaître beaucoup de compétences de notre tribunal et à terme voir disparaître carrément la juridiction. Avec cette nouvelle organisation, les greffiers redoutent aussi d'être envoyés au jour le jour, travailler dans des juridictions distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. Claude Gigois est greffière à Paris. Elle dénonce aussi la dématérialisation de certaines procédures. On va devoir saisir sa demande par Internet et on aura une décision par email. C'est terminé le justiciable qui va devant le juge, qui le rencontre, qui a des explications. Dématérialisation et privatisation dans certains cas avec du coup de grandes inégalités entre les citoyens, d'après Mathilde Zilberberg, magistrate à la Cour d'appel de Paris. Dorénavant, la conciliation est obligatoire avant toute saisine au juge. Si vous ne vous êtes pas concilié, et généralement ce sera une conciliation payante parce qu'il n'y a pas suffisamment de conciliateurs gratuits, eh bien le juge vous dira d'office je n'examine pas votre litige. Or la gratuité de la justice est un principe très important pour la démocratie. Et malgré une hausse du budget de près de 4% l'an prochain, tous dénonce une réforme qui, sous prétexte de modernisation, vise à faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Merci Salomé Legrand. Bref, une centaine d'urgentistes, médecins et soignants se sont rassemblés devant le ministère de la Santé à Paris. Ils sont venus de plusieurs villes de province. Ils disent être à bout de souffle, exigent des moyens supplémentaires. Le Conseil d'État rejette définitivement le recours contre la circulaire Collomb, un texte qui prévoit le recensement des migrants dans les hébergements d'urgence. Laetitia Hallyday se confie pour la première fois depuis l'affaire de l'héritage de Johnny. 14 pages dans l'hebdomadaire Le Point. Mon mari, ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait manipuler. Elle réaffirme que Johnny avait fait des donations de son vivant pour protéger David et Laura. Vendredi, le tribunal de Nanterre doit rendre sa décision à la demande des aînés. Jean-Vincent Placé présente ses excuses aux Français. Il sera jugé en juillet pour outrage aux forces de l'ordre et injure raciale. Dans un entretien à Paris Match, l'ancien secrétaire d'État écologiste avoue avoir des problèmes avec l'alcool, mais il
il dit se soigner. C'est aujourd'hui qu'est sorti en librairie le livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir. Chez Stock, l'ancien chef de l'État y défend son bilan. Il tacle Martine Aubry et surtout Emmanuel Macron. Les informations qui nous parviennent disent que l'ouvrage se vend plutôt bien en ce premier jour. Alors, on a voulu juger sur pièce et notamment scruter la réaction des lecteurs. Stéphane Place, vous êtes allé à la librairie Mola à Bordeaux, la plus grande et la plus vieille de la ville. Oui, et le jour de la sortie d'un livre, m'expliquait une libraire bordelaise ce matin, les 2 premières heures sont primordiales pour évaluer l'intérêt que suscite l'ouvrage. Ici, dans cette librairie, une dizaine d'exemplaires est partie quasiment dès l'ouverture. C'est bon signe pour les leçons du pouvoir que signe l'ancien président, un ouvrage que Daniel, la soixantaine, a feuilleté quelques minutes avant finalement de l'acheter. J'ai jamais été tellement pour Hollande et c'est maintenant 6 mois après qu'il est parti qu'il donne des leçons. S'il était si fort que ça, il fallait qu'il ait le courage de dire je me représente. Et là maintenant vous allez acheter son livre parce que vous voulez voir quoi, comment il se défend? Ouais. Mathieu, lui aussi, est curieux de découvrir les arguments de François Hollande, particulièrement au lendemain de certaines déclarations. Il a réussi quand même à dire qu'il aurait pu battre Macron s'il avait voulu et je voudrais savoir quelle pirouette il va arriver à faire pour s'en sortir et peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on ne connaît pas qui peuvent aussi nous intéresser. Rencontrée dans une librairie parisienne, cette fois, Julia, qui travaille dans la mode, ne va pas acheter les leçons du pouvoir, mais ne résiste pas à la tentation de feuilleter l'ouvrage. Le personnage m'intrigue, il n'était pas fait pour la fonction et c'est un règlement de compte, c'est pour faire parler dans les dîners à Paris. Par principe, de toute façon, je ne l'achèterai pas. Des livres qu'on n'a pas besoin d'acheter parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est intéressant de feuilleter, c'est l'époque. Peut-être que Julia aura l'occasion d'en débattre dans un dîner parisien avec un supporter de François Hollande, en tout cas un électeur comme Emmanuel, professeur d'histoire, qui trouve que son bilan n'est pas si mauvais. J'ai acheté le journal et puis aujourd'hui exceptionnellement ce livre. Je trouve qu'il a été dénigré de façon abusive. Je pense qu'il est son meilleur défenseur. Ça me permettra de mieux justifier son action, je pense, autour de moi. Des témoignages de lecteurs qui promettent, vous en conviendrez, quelques discussions enflammées, des repas animés. Merci Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Certains rêvent d'un piano à queue dans leur salon, un piano qui ferait 2,75 m. Eh bien, sachez qu'un propriétaire va donc installer dans son chez-soi un dinosaure de 8 mètres de long et un autre de 3,80 m. Je vous entends sourire, j'en souris moi-même. C'est la vérité. 2 squelettes vieux de 150 millions d'années se sont donc vendus au même propriétaire, chacun à plus d'1 400 000 € à Paris à l'hôtel Drouot. Écoutez Alexandre Gileco, il est le commissaire priseur de cette vente exceptionnelle. C'est une grande satisfaction, c'est un prix remarquable, bien au-delà de nos estimations. C'est un collectionneur privé et pour l'instant il n'a pas donné de consigne sur son anonymat. Il n'est pas français. C'est la magie des enchères. C'est la même personne qui a acheté les deux, donc je pense qu'il voulait peut-être reconstituer ce combat entre un carnivore et sa proie. Si vous voulez, c'est pas tellement la rareté du fossile en soi, c'est la rareté de la façon dont il est restauré et présenté. Et le résultat est tout à fait étonnant, ce qui justifie ces enchères admirables. Le commissaire priseur de la vente dite des dinosaures, Alexandre Gileco, interrogé par Louise Buyens. La météo, 4 départements en vigilance orange, l'Aveyron pour inondation, les Pyrénées-Atlantiques, le Var, les Alpes-Maritimes pour orage, puis inondation. Demain, dégradation généralisée, Christine Peña. En effet, même sur le nord du pays, aujourd'hui, on a eu du très beau temps. Et bien demain, le mauvais temps est de retour. Il va onduler sur cette moitié nord du pays. Dans le sud, toujours des pluies très soutenues et parfois des orages qui vont se mêler à ces averses. La limite pluie-neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes du Sud est à 1500 mètres d'altitude. Attention au risque d'avalanche qui sera très importante sur les Pyrénées de 4 sur 5. Une nouvelle dégradation pluvieuse donc ondulera, je vous le disais, sur la moitié nord du pays, épargnant quand même les régions du nord-est, entre l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, ainsi que la Franche-Comté et le nord des Alpes l'après-midi. Vous aurez de très belles éclaircies qui vont se développer. Les températures, jusqu'à 12 degrés à Cherbourg, 14 à La Rochelle pour demain après-midi, 14 également à Biarritz, il fera seulement 16 à Marseille, mais 17 à Lille, à Lyon, à Paris, à Rennes. C'est dans le nord-est qu'il fera le meilleur, avec 18 à Nancy, à Charleville-Mézières également, 19 à Colmar et jusqu'à 20 à Strasbourg. Merci Christine Peña.